Bonsoir à toutes et à tous. Je commence par ce 1er décembre avec un live dans l'édition Luxury Live with Ralia pour en parler plus du luxe et de la sustainability. Ce soir, je rencontre Hiba pour en parler de ce sujet. J'en ai bien développé le sujet du luxury retailing et sustainability dans différents live Vaudralia. On a parlé du luxury dans différents marchés, la consommation du luxe dans différentes cultures, la perception du luxe, son positionnement. On a également parlé du développement des marchés et la nouvelle réalité des marques du luxe, etc. Ce soir, on va marier deux sujets très importants qui sont la sustainability et le luxe. Et Hiba va parler avec nous sur ces sujets, sur ces travaux de recherche et elle va également nous parler de ses projets professionnels. Donc j'ai hâte de rencontrer Hiba. Je vais me connecter tout de suite avec Hiba. Hop. Et Hiba, j'attends à ce que tu me rejoins. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Ça va? Oui, très bien. Et toi? Très bien, Ralia. Je Contente de te suis retrouver. Et moi aussi, je suis très ravie de faire ce live ce soir. Et j'ai C'est pour hâte. démarrer la période de Noël. Mais c'est ça. J'ai pas J'ai- Oui, moi j'en ai pas, donc du coup j'ai mis, tu vois, une veste rouge. On est déjà dans l'ambiance, vert, rouge Voilà, et le sapin. C'est c'est super. pour lancement de la Mais période des fêtes. de la période festive et ce début de décembre s'annonce de façon très positive avec les nouveaux sujets sur le live Vaudralia. Je ne vais pas parler plus. Je vais te laisser la parole pour nous raconter tout d'abord qui est Hiba et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, bonsoir à tous. Merci Ralia de m'inviter et merci. D'habitude, je le dis aux personnes qui me suivent, tu le fais en anglais, on l'a fait en français. Voilà, pour que les gens puissent un petit peu plus comprendre, parce que Ralia est un peu international, donc la plupart de ces lives sont en anglais, on l'a fait aujourd'hui en français. Donc merci Ralia pour Avec ça plaisir. déjà. Alors Ralia, je suis donc Iba Zelinski, je suis docteur en marketing, donc je suis spécialiste du marketing de luxe, j'ose dire, parce que la plupart de mes recherches, de mes enseignements, ma vie professionnelle était toujours autour du marketing de luxe. Alors, pour résumer un petit peu ma carrière, je vais te dire, j'ai un profil à la fois académique et professionnel. C'est ce qui me caractérise le plus. J'ai fait tout le temps des allers-retours entre l'enseignement, l'université et la vie professionnelle. J'étais tout le temps attirée par ces deux environnements qui m'attirent tous les deux. Je m'épanouis dans les deux domaines. Donc, voilà, j'ai essayé tout le temps d'aller d'un côté à l'autre. Et donc actuellement, voilà, je fais un petit peu les deux. J'associe les deux. Je fais de l'enseignement, de la recherche toujours en marketing. Et je fais du consulting aussi en marketing pour des entreprises, pour des business schools. Voilà, et on en parlera. Je lance ma marque Tout à fait. aussi dans la mode éco-responsable. Voilà. On va parler de ce sujet en profondeur. Et donc, c'est pas évident de porter deux casquettes académiques et professionnelles. Tout d'abord, parlons-en de ce côté académique. Et quand on dit académique, c'est la pédagogie, c'est la recherche, c'est l'approfondissement dans un sujet. Et donc, ok, toi, tu choisis donc de t'approfondir dans le sujet du luxe, mais en disant luxe, c'est un sujet très vaste. Donc, Effectivement. parlons un tout petit peu de ton
ton sujet de recherche et de tes points d'intérêt dans la recherche? Alors, justement, moi, mes intérêts de la recherche, sur la recherche dans le luxe, viennent surtout de mon envie personnelle et de ma vie professionnelle. Voilà, j'ai travaillé dans le luxe, dans le marketing des services. Et quand j'ai démarré, j'ai pas forcément travaillé tout de suite sur le luxe en tant que recherche. D'ailleurs, même ma thèse de doctorat, elle n'est pas dans le luxe. Parce que quand j'ai fait ma thèse, on voulait des sujets. Le luxe n'était pas forcément très À la tendance mode. à la mode, voilà. L'éco-responsabilité encore moins. Et c'était même considéré comme sujet léger, la mode, le luxe. Donc, il fallait un sujet plus sérieux, entre guillemets. Du coup, j'ai travaillé sur la banque, mais la banque privée. Donc, quand même, quelque part, j'ai travaillé sur les High Net Wealth Individuals, donc les HNWI, les plus riches dans la banque privée. Donc, quand même, qui sont les consommateurs, les clients, quelque part, du luxe. Donc, je voulais au moins avoir cette partie-là qui m'intéressait parce que je connaissais un peu ces clients-là de par ma vie professionnelle. Et donc, petit à petit, une fois, je dirais, quand on prend de l'âge, quand voilà, on veut faire les choses comme on aime comme on a envie. Vraiment, c'est toujours mon envie personnelle qui va décider de mes travaux de recherche. C'est ce que j'ai envie de faire vraiment, qu'on ne m'impose pas des choses. C'est comme ça. Et donc, voilà, cette envie est partie de mon envie personnelle de travailler sur la mode éco-responsable. Et donc, précisément, pour te dire, par rapport au luxe et à la mode éco-responsable, mes sujets de recherche portent principalement sur les motivations et les attitudes. Qu'est-ce qui motive en fait les clients à acheter de la mode ou du luxe éco-responsable? Et plus précisément, je dirais, le dernier article sur lequel je travaille et que je vais présenter prochainement à Rome, à International Marketing Trends, en janvier, c'est sur la génération Z. Donc, qu'est-ce qui motive les jeunes Gen Zenders, les digital natives, à acheter de la mode et du luxe éco-responsable? Donc, voilà. Avant ça, j'ai travaillé dernièrement aussi la recherche par rapport à l'impact que l'impact du Covid sur la consommation du luxe et de l'éco-responsable et le changement de comportement dans la mode. Qu'est-ce que les clients souhaitent? Qu'est-ce qu'ils ont en fait, qu'est-ce qu'ils ont acheté pendant la période du Covid qui n'est pas terminée, mais bon, on est surtout pendant le confinement, et le changement d'habitude en termes de style, ça a vraiment impacté la façon dont les gens s'habillent aussi. Là aussi, c'est un article que j'ai présenté l'année dernière. Vraiment un peu à la sortie du confinement et du Covid, et voilà tout le changement de comportement des clients autour de ça. Et donc, pour revenir, voilà, je me suis un peu pas spécialisée, mais je me focalise de plus en plus sur cette jeune génération, la génération Z. Donc, peut-être expliquer qui sont la génération Z, tu sais très bien, mais bon, pour ceux qui nous écoutent, c'est roughly, globalement, ceux qui sont nés entre 95 et 96 et 2015. Donc, ce sont aussi mes enfants quelque part. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Pour voilà. comprendre la psychologie et les demandes. Voilà. Donc, et puis surtout parce qu'on voit que les marques de luxe, notamment, elles ont du mal à suivre ces consommateurs. Ils n'arrivent pas à les cerner. C'est des consommateurs qui sont très flexibles, switchers. Ils passent d'une marque à l'autre. Volatile. Voilà. Et Hiba, si je me permets donc de faire une petite comparaison avec toi, quelle est la différence ou les grandes différences entre les consommateurs du luxe, on va dire traditionnels, et ces nouveaux consommateurs de luxe? Est-ce qu'il y a des attentes qui sont différentes de la marque ou est-ce qu'on est toujours axé et centré sur le produit du luxe? Alors non, justement, les jeunes, la génération Z, elle est moins concentrée sur la possession déjà des produits. Ils sont plus dans, tu le sais très bien, dans l'expérience. Ils doivent vivre vraiment une expérience à travers le luxe. Et il n'y a pas longtemps, justement, déjà, en termes d'enseignement, quand je donnais mon dernier
un cours de luxe dernièrement à mes étudiants. Je leur ai posé la question, qui sont des étudiants dans le luxe, qui devaient être présents aujourd'hui, mais ils sont en fait, j'ai complètement zappé, ils sont en examen, mon examen d'ailleurs. C'est pas très... C'est le planning. Oui, oui, ils sont en examen d'ailleurs. Donc, donc, je leur ai posé la question, qu'est-ce que ça représente pour eux le luxe en fait? Et finalement, il y en a beaucoup qui, ils n'ont pas forcément cité des marques, Chanel, Dior, etc. Pour eux, c'est vraiment des expériences. Ils l'ont exprimé sous forme d'expérience. C'est partir en voyage, c'est découvrir des choses nouvelles, etc. Donc, pour revenir à ta question, ce qui les différencie déjà, cette notion de possession qui est différente. Ils sont pas très fidèles aussi. On sait que les consommateurs du luxe traditionnels sont fidèles à leur marque. Ce n'est pas le cas de la jeune génération. Ils naviguent d'une marque à l'autre, que ce soit dans le luxe ou dans la fast fashion, comme ils le font dans leur vie habituelle. Ils sont capables d'aller acheter de la junk food, mais aussi ils adorent aller au restaurant de luxe. Faire des expériences culinaires. Exactement. Voilà. Donc, tout pour eux est une découverte, est une expérience. Et merci Hiba pour cette clarification. Et là, si on retourne sur les derniers sujets de recherche qui se concentrent plus cette fois-ci sur les Gen Zers, quelles étaient les principales contributions de cette recherche? Alors, moi, sur cette recherche-là, je me suis basée sur la théorie de planned behavior. Donc, voilà. Et à partir de là, j'ai ajouté des éléments à cette théorie. Oui. Ouais, voilà, des concepts comme, par exemple, les attributs du produit, l'image de la marque, la volonté de payer plus cher, willingness to pay more, et différents éléments. Et donc, si tu veux, de point de vue théorique, on s'est rendu compte que justement, par exemple, le style, le design reste un élément très important pour cette jeune génération dans donc leur attitude vis-à-vis des marques de luxe, mais aussi pour les marques éco-responsables. La transparence est un élément aussi très important. Donc, c'est vraiment tout ça. En fait, finalement, la réponse correspond un peu à leur comportement. Ça confirme un peu leur comportement et leur envie d'être part of the story quelque part. Hein. Donc, de tisser leur petit parcours avec la marque à travers l'expérience. Ils veulent être dans la co-création avec la marque, et que même aussi le co-branding, ça les intéresse énormément. Donc, même pour les marques de luxe, donc on voit d'ailleurs de plus en plus de marques de luxe qui s'y mettent, parce qu'ils veulent, comme j'ai dit tout à l'heure, ils aiment plusieurs marques, et le fait que plusieurs marques s'associent, pour eux, c'est très intéressant d'avoir les différentes valeurs des différentes marques se retrouver dans une même marque. Après, de point de vue managérial, je pense que la meilleure chose, c'est de lancer justement peut-être une marque qui est adaptée. Voilà, j'ai profité pour appliquer, voilà, on va dire, ces résultats à ma marque, enfin, pour lancer un business. Mais bon, il y a d'autres motivations que l'aspect recherche. Peut-être qu'on en parlera après si tu veux. Mais voilà. Et il y a juste une petite question qui m'intrigue tout à l'heure. Ces consommateurs-là sont jeunes, ils font beaucoup de la recherche, ils ont toujours un avis et ils ont le dernier mot à dire. Par contre, quand on entend par luxury et sustainability, on est sur des produits ou des expériences, bien sûr, qui vont être plus chères, même plus chères que la moyenne qui est déjà existante et qui est inaccessible pour ces jeunes ou inaccessible à la grande majorité. Et donc, aujourd'hui, ces jeunes vont réclamer et demander des produits sustainable, mais est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat ou est-ce qu'ils ont les moyens de consommer ces marques-là? Alors, c'est pour ça, dans le modèle théorique, j'ai introduit willingness to pay more.
Et finalement, de point de vue, en tout cas théorique et selon la recherche, parce qu'on a interrogé justement, c'est un questionnaire qui a été envoyé à voilà, des jeunes qui représentent la génération Z. Et là, on a trouvé qu'ils ne sont pas forcément prêts à payer plus qu'une marque de luxe. Donc, ils valent le beurre et l'argent du beurre, sachant qu'en même temps, ils disent dans le questionnaire qu'on a envoyé et dans les concepts qu'on a intégrés, l'utilisation des matériaux naturels, par exemple. Et ça, ils le réclament. Mais en même temps, on voit la contradiction dans ce qu'ils demandent. Ils demandent presque tout, mais en même temps, ils ne veulent pas payer plus cher. Et donc finalement, justement, je me permets de dire par rapport à ça, les limites de cette recherche me conduisent à faire un autre article, une autre recherche qui va porter, sur laquelle je travaille, Work in Progress, sur le gap qui existe chez cette jeune génération, la génération Z, entre leur intention d'achat finalement, ce qu'ils ont envie d'acheter, et leur achat le comportement réel. Voilà. Voilà. Très intéressant. On a hâte de découvrir les résultats de cette recherche. Je sais que tu aimes bien ces sujets-là. Ah oui, oui, trop. Et en plus, on a parlé, ça fait 1 an qu'on parle de ce sujet et je me demandais toujours la question, ces marques de luxe, qu'est-ce qu'elles mettent en danger en fait l'identité de leur marque quand elles vont proposer des produits qui sont peut-être de qualité différente que celles déjà proposées? Est-ce que ces marques-là sont amenées aujourd'hui à penser stratégiquement à une extension de la marque qui propose peut-être ces produits sustainable et à cette clientèle? Alors, oui. Alors, les marques de luxe ont mis beaucoup de temps à aller déjà vers le digital. Elles ont mis beaucoup de temps à aller vers le digital, justement parce qu'elles considéraient que c'était pas pour elles, que ça va impacter leur ADN, leur image, etc. Et finalement, elles y vont et maintenant, elles sont même très créatives dans le digital parce qu'elles ont vu combien le digital est important et justement, surtout si elles veulent séduire cette génération Z qui sont les futurs clients fidèles. Elles sont allées vers le digital. Concernant la sustainability, elles ont mis un petit peu de temps aussi. Tout est accéléré avec le Covid. Il y a eu le Fashion Pact en 2019, donc signé par Emmanuel Macron avec Kering, etc. Donc c'était avant le Covid, mais il n'y avait que quelques marques qui se sont intéressées réellement. Voilà. Oui. Et depuis, avec le Covid et l'accélération de la consommation des besoins et des envies des clients, elles ont dû se mettre sur ce créneau-là. Et maintenant, on voit plein de marques qui lancent ou une collection avec des... donc, la sustainability, on ne va pas rentrer dans la définition, mais il y a plusieurs formes. Il y a l'utilisation des matières naturelles, il y a le recycling, upcycling, le vintage, il y a tout ce qui est thrifting, comment dire, le fait d'échanger, location, etc. Donc, là, par exemple, on sait Stella McCartney, c'est la pionnière en matière de marque de luxe sustainable. Donc, elle, avant même, elle faisait des produits à base de matériaux naturels. Elle n'utilisait pas la fourrure. Elle était chez Kering, puis là, elle est passée chez LVMH parce que LVMH ont senti l'importance d'avoir Stella McCartney chez eux. Et de sa vision. Oui, de sa vision des choses, exactement. Et il y a plein de marques qui se sont mises. Hermès, par exemple, qui a lancé le sac en cuir de champignon, donc en s'associant avec une entreprise californienne qui produit ce cuir-là. Mais Hermès, pour répondre à ta question, Hermès, elle va continuer à produire ces beaux sacs en cuir avec des cuirs très exotiques et avec des animaux presque en voie de disparition. Donc, les marques vont effectivement faire une extension de produits sur des produits sustainable, mais elles vont continuer à garder leurs produits avec de très bonnes qualités de matières premières. Après, au-delà des matières premières naturelles, il y a aussi l'utilisation
Par exemple, Hermès, je viens de donner l'exemple par rapport au sac, mais ils ont lancé en retail le petit H, donc avec tout ce qui est vintage, etc. Il y en a beaucoup qui se sont mis au upcycling, donc pareil, bon, on ne va pas les citer, elles sont toutes maintenant présentes, donc voilà, Hermès, Gucci, Et ils ont tous Chanel leur peut-être dans ligne, la... mais Oui, en tout oui. cas, c'est vraiment une extension de marque. Et on ne va pas dire que pour l'instant, c'est le cœur de leur stratégie. Enfin, en tout Mm, cas, elles gardent, parce qu'ils doivent quand même chouchouter leurs clients fidèles mm. qui sont là pour la qualité des produits approuvés avec du cuir. Après, il y en a, il y en a beaucoup qui ont arrêté aussi l'utilisation de la fourrure Oui, poursuivre cette tendance, mais le cuir reste l'élément utilisé. Donc, c'est une extension de produits, mais après, effectivement, la RSE devient au cœur de leur développement et de leur business model. mm. On peut dire que tout simplement l'application peut changer d'une marque à l'autre. C'est les pratiques en fait qui sont reconsidérées, remises en question pour voir de quel angle d'attaque on peut adopter ce beau sujet de sustainability avec les marques de luxe. Et pour toi, Hiba, à travers les recherches, tu as vu qu'il y a un gap, en fait, Mm -hmm. ou une audience qui n'était pas desservie. D'où je pense cette idée et cette envie de te projeter dans ce projet entrepreneurial. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment incité à t'investir dans cette aventure? Parce que Alors, c'est pas quelque chose de facile. non, 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 non. Surtout quand on est beaucoup pris, j'ai plein d'activités. Donc, effectivement, c'est pas évident. Comme je t'ai dit au départ, voilà, on parlait de la recherche, c'était parti de la recherche et de mon intérêt pour ce sujet-là, mais aussi pour la marque, c'est vraiment en plus de la partie recherche et application sur les résultats que j'ai obtenus, c'est parti d'une histoire personnelle. Alors, au départ, moi, l'idée de l'entrepreneuriat, je l'ai toujours eue. J'ai toujours, depuis très jeune, j'avais l'idée en tête de me lancer un jour dans l'entrepreneuriat de la mode et du luxe, même si ma marque actuellement, je ne la considère pas comme une marque de luxe, high-end, ça sera, mais donc je voulais toujours ça et chaque fois je reportais en disant, ben, j'ai pas le temps, j'ai d'autres activités. Et voilà, c'est jamais le bon moment en fait. Oui, Chaque oui, fois on oui. dit c'est pas le bon moment, mais en C'est fait vrai. il n'y a jamais le bon moment. Et puis surtout, en parlant de la génération Z, je te dis au-delà de ça, donc la recherche, mon envie personnelle et puis mon histoire familiale, mes enfants. Vraiment, c'est parti d'un besoin personnel et de besoin de mes enfants où on cherchait des produits qui correspondent à leurs envies et à leurs aspirations. On est une famille qui voyage beaucoup. On a vu de très belles choses partout dans le monde, mais on voyait toujours l'envers du décor. Mm. On peut être dans une super belle plage, on peut être dans des endroits magnifiques et 200 mètres plus loin, tu peux voir sur la plage des déchets notamment issus de la fast fashion, des chaussures, du plastique, des vêtements. Et donc, on avait toujours ce décalage. On peut se retrouver en Thaïlande, en Jordanie, surtout dans les pays Moyen-Orient, Asie. On voit très rapidement la différence. La On a différence, ça c'est chez nous, vrai. mais c'est un peu caché. Mais dans ces pays-là, on voit tout de suite. Et c'est vrai que mes enfants ont toujours été choqués par cette Mm, mm. C'est différence, ce pratique, c'est décalage. différent. Voilà. Oui, oui. Et donc, voilà, ils avaient envie aussi de trouver des produits, des articles de mode qui respectent la nature, qui respectent et qui correspondent en même temps à leurs aspirations. Ma fille, elle aime beaucoup la mode, donc elle voulait aussi quelque chose de très fashion, sustainable, mais fashion. Ce qu'on ne trouve pas forcément actuellement. Et puis, comme je t'ai dit, dans la recherche, les résultats de la recherche ont montré l'importance du design, du style, de l'aspect fashionable pour cette génération Z. Donc, c'était important d'intégrer ça. Et surtout, un élément important dans la recherche que je lis aussi à l'histoire de la marque et de mes enfants, c'est que la marque soit une expression de soi et qu'on l'affiche quelque part. Et ça se trouvera aussi
dans la marque. Et voilà, il y a un détail dans la marque qui va être sur ce côté-là, l'expression de soi et l'expression de son avis. Est-ce qu'on a le droit un tout petit peu de décrire donc en quoi consisterait cette marque? Oui. Est-ce que tu vas partir sur de la production design, donc conception, design et production de produits de mode, ou est-ce que c'est la reprise, par exemple, de textiles et le retravail ou le upcycling qui va faire en sorte qu'il y aura un nouveau produit final? Si on a le droit de parler. Oui, 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 oui. De toute façon, la marque, il faut que j'en parle parce que je vois que Fabrice est connecté. Fabrice Jonas, il m'a dit pas. Salut Fabrice. Déjà en mois de mai, et on avait parlé de la marque et je devais la lancer. En fait, on devait la lancer là à l'automne, mais il y a toujours des allers-retours avec la production, les prototypes et comme je disais tout à l'heure, il n'y a jamais le moment parfait bon de lancer c'est vrai. l'entrepreneuriat, mais je pense qu'il n'y a jamais un produit parfait. Au début, je cherche la perfection, il faut que ça soit exactement comme je l'ai conçu, avec les matériaux, etc. Et du coup, ça prend du temps. Et donc, finalement, elle ne sera pas lancée là à l'automne, mais j'espère prochainement, je ne sais pas, maximum mars, mais en tout cas, je croise les doigts. Et il faut peut-être que j'arrête d'être trop sur les détails et qu'on se lance. Et tant pis si les premiers produits ne sont pas comme je les ai imaginés exactement, tant pis, ça sera quelque part un ballon d'essai, on verra. Et voilà, après, ça donne toujours une piste, en tout cas, d'amélioration après avoir eu les retours des consommateurs. Exactement. Donc, pour te résumer la marque, donc c'est une marque donc prêt-à-porter, éco-responsable, qui s'adresse principalement donc à la génération Z pour tous les éléments qu'on a dit tout à l'heure. Je la définis avec le mot sustainable, donc fashionable et sustainable, les deux, parce que j'ai envie que la marque soit. Parce que quand on parle de sustainability, on parle souvent du timeless, des choses qu'on peut. Oui, effectivement, c'est dans l'idée de la sustainability. Mais quand on s'adresse à la génération Z, et si on veut qu'ils changent leur comportement et leur façon de s'habiller pour les pousser à aller vers quelque chose de plus sustainable, parce que la sustainability complète, elle a différentes formes, on n'arrivera pas tout de suite. Il faut que la marque quand même affiche un certain design, un fashion, un lifestyle. Et donc voilà, donc sustainable à la fois fashion et sustainable avec des matériaux naturels, pas complètement parce que encore une fois, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est difficile. Des choses mais techniquement, c'est encore compliqué. J'espère travailler bientôt. Voilà, on travaille avec des chercheurs sur des matières nouvelles et j'espère que ça va aboutir. Mais ça, pareil, ça prend énormément de temps. Et est-ce que c'est du Made in France? Alors, c'est Made en Europe. C'est inspiré, c'est une marque inspirée, on va dire, par la Méditerranée. Voilà, destinée à Cannes par moi et ma fille, qui fait partie intégrante de l'aventure, Sibylle, et produite en Europe. Donc, voilà, l'Italie et le Portugal. Donc, pas très loin d'ici, l'Italie, et voilà, une partie aussi au Portugal. Donc, ça reste de la production européenne. J'espère qu'on va un jour produire entièrement en France. J'espère. Mais voilà, si je ne me lance pas, si je continue à dire non, il faut que ça soit en France, machin, je ne vais pas avancer. Donc maintenant, voilà, il faut. Déjà le début et après le rapprochement. Et ensuite, est-ce que c'est une marque DNVB ou est-ce qu'il y aura une place importante et intégrale à l'expérience physique à travers un choix d'une boutique ou une forme ou d'autres formes? Oui. Alors, dans un premier temps, elle est digitale pour correspondre aussi à parce que c'est compliqué de lancer une marque directement en physique, hein, si elle n'a pas assez de notoriété. On a la chance maintenant, contrairement à il y a quelques années où je m'étais lancée aussi dans cette aventure, on a la chance du digital et de réseaux sociaux qui aident un peu. Par contre, j'aimerais beaucoup lancer aussi, peut-être pour le lancement ou un peu après, dans des pop-up stores.
ta spécialité. Voilà. Donc, voilà, j'ai des contacts, quelques contacts. Je suis allée voir voilà, plusieurs possibilités de pop-up store pour le lancement ici sur la Côte d'Azur, qui ne sont pas forcément des magasins. J'ai vu des magasins, des grands magasins, mais aussi d'autres formes qui peuvent plaire à cette jeune génération pour les immerser dans une expérience différente d'un magasin où ils peuvent venir voilà, dans un endroit qu'ils ont envie peut-être de découvrir autrement, où ils peuvent aussi retrouver ces produits-là, ces articles-là, la marque. Donc, Très bien. Oh, j'ai hâte en tout cas de découvrir la marque. Et en plus, j'étais en train de penser que à quel point c'est important de travailler avec une personne en fait qui est de la génération oui, parce qu'elle pourra, exactement. et un shout-out à ta fille, est-ce qu'elle pourra en fait bien traduire ses attentes en leur donnant une forme plus commerciale et qui va en fait s'accoupler avec ton expérience plutôt commerciale Mais pour le complètement. lancement de Lynn, la marque. vraiment, elle a participé dès le début à la conception, surtout du point de vue design. Après la communication, le content brand sur lequel je travaille, moi je fais une trame, mais après je prends son avis. Et parfois elle me dit, mais non, ça va pas passer chez nous. C'est pas notre langage. Donc non, non, elle est vraiment au cœur. C'est ça l'intérêt, c'est que elle et ses copines aussi. Parfois, voilà, elle demande l'avis à ses copines sur certaines choses sans trop en dévoiler parce que il y aura des teasings et il y a une façon de lancer qu'on ne veut pas trop en dévoiler. Mais oui, oui, mon fils, un peu moins, hein, il est dans l'aventure. Parce que même le nom de la marque, il est lié à mes enfants. Il y a vraiment un vrai storytelling par rapport au nom de la marque choisie. Et puis plein de choses dans la marque qui sont liées à l'histoire des enfants. Et donc oui, ma fille, vraiment, elle représente la génération Z, même si elle n'a pas tous les caractères et caractéristiques de la génération Z, heureusement, parce qu'il y en a certains qui sont compliqués. Mais oui, oui, elle participe activement oui, au sujet et elle adore ça. Elle adore ça. Elle est en terminale et elle veut faire du marketing. Donc, c'est son. Pour changer. Elle va faire du marketing pour changer. Voilà. Et il va cette Papa idée est dans la finance, elle n'a pas voulu, hein, bizarre. Je fais très cliché, moi. Mon mari est dans la finance, moi dans le marketing, ça fait cliché, le luxe. Et ma fille, ouais, elle me suit. Ouais, c'est vraiment, ça lui correspond. Très bien. Et cette idée de storytelling, c'était ma question en fait qui va suivre. Et donc, la création de ces nouvelles marques dépend beaucoup de la communication, du storytelling et de l'engagement sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça fait également partie de la stratégie de la marque de commencer en fait par ce storytelling et le partager au sein de la communauté? Et est-ce qu'il y aura également une envie de créer une communauté de marques? Complètement, complètement. Pour l'instant, on ne s'est pas encore mise, mais ça va venir et je vais profiter pour avoir aussi parce que toute seule, avec toutes les activités que j'ai, ça va être compliqué, des stagiaires parmi mes étudiants qui se sont qui ont voulu, voilà, les militants. Oui, et qui ont envie de participer. Donc oui, oui, complètement. Vraiment, ça, on va lancer sous forme d'un teasing par rapport à ce storytelling, l'histoire, qu'est-ce que c'est la marque. Mais le storytelling, vraiment, il fait partie intégrante de l'ADN de la marque parce que la marque, elle s'est construite autour de ça, autour d'une histoire, autour de l'histoire d'un frère et sœur aussi, notamment. Et moi, je suis, je dirais, plus dans la partie construction de la marque, mais l'histoire, elle vient vraiment, le storytelling, et dire, on ne peut pas lancer la marque sans son storytelling tellement c'est lié. Et on n'a pas fait exprès, vraiment, c'est pas, même si c'est dans l'air du temps de raconter du storytelling, mais en fait, la réalité que non, c'est vraiment, la marque, elle s'est construite telle qu'elle, et même le nom,
il fait partie intégrante Mm, mm. de l'histoire C'est l'histoire vraiment de familiale. dire que c'était une marque organique qui s'est fait construite naturellement à travers voilà, le Très parcours, joli, ton ouais. parcours, il est leur. Mm. Ok. Et donc, on a bien parlé donc de la marque et on a bien parlé que cette marque aujourd'hui arrive au bon moment. Elle est très pertinente et heureusement qu'elle est là parce qu'elle va pouvoir combler des demandes de cette génération. Et donc, est-ce que aujourd'hui tu pourras te projeter peut-être dans un an ou deux quand la marque va pouvoir bien décoller sur le marché, te trouver un positionnement par rapport aux autres marques, peut-être de premium, pas les marques de luxe, Mm. et tu te vois en concurrence avec quel type de marque? Ça, c'est Ah. une question Oui, bonne peut-être. question. Oui, oui. Mm, Oui, moi, elle est actuellement, je l'ai positionnée plutôt high-end parce que c'est voilà, par rapport à la production, enfin tout la supply chain la façon dont c'est construite, c'est quelque chose il y a quand même de la recherche et de développement derrière, il y a du travail, donc des matières naturelles, voilà, liées ici à la French Riviera. Donc, naturellement, le positionnement est plutôt high-end. Alors, actuellement sur le marché, euh, je je me positionne pas par rapport après, ça dépend si on prend en question prix uniquement ou si on prend vraiment la valeur de la la marque, valeur. voilà, Tu la as marque raison. Oui, complète. oui, Parce que oui. si question prix, ça sera du Sandro Image, mais j'ai rien à voir avec Sandro Image. Le positionnement est complètement différent. Après, il y a des marques plutôt, je m'approche plus des marques, je connais plus des marques suédoises, plutôt Europe du Nord, qui, je trouve, qui ressemblent un peu au positionnement que je prends et qui n'existe pas forcément en France. Parce que les jeunes marques actuellement sustainable qui sortent, elles sont plutôt dans l'accessibilité plutôt et dans le timeless. Donc moi j'ai choisi un positionnement un peu différent, plutôt fashion et plutôt high-end. Donc par rapport aux marques qui existent actuellement, j'ai du mal à te dire que voilà mes Mm, concurrents directs. C'est mm. vraiment entre les deux. Puis les choses bouge tellement vite que demain, il y aura une marque qui va sortir avant moi, où je vais me trouver en concurrence directe avec elle. Oui, Mais c'est vrai. voilà, maintenant, on parle plus de concurrence au niveau produit, en fait. C'est vraiment plus le positionnement de communication, le positionnement justement en termes de storytelling, en termes de valeur, ce qu'apporte la marque, la relation avec les clients. Et ça j'aimerais voilà, établir une vraie relation one-to-one avec cette jeune génération et les faire participer clairement à la prochaine collection si je peux. C'est vraiment, euh, euh, on l'a fait à petite échelle avec les copines de ma fille, mais on aimerait vraiment le faire pour les prochaines collections d'une façon vraiment beaucoup plus importante de participer au design, comme quand on conçoit un article de recherche et j'envoie un questionnaire avec voilà, tous les concepts, les échelles de mesure, etc. Pourquoi pas pour une marque et vraiment une participation active à tous les niveaux, même au niveau des brand content, ce qui se fait hein, actuellement, hein, se fait beaucoup, mais vraiment de façon beaucoup plus développée pour la génération Z. D'accord, c'est Que très intéressant. particulièrement, c'est Et non, mais ça relève en tout cas de l'idée principale de cette co-création et de l'expérience de co-création entre le consommateur et la marque. Ce qui devient en fait, on ne veut pas dire la norme, presque, mais oui. ce qui devient quelque chose de naturel Mm, et qui se fait de plus en plus. Ça se pratique de plus en plus. complètement. Et merci en tout cas pour toutes ces clarifications. À ton avis, aujourd'hui, quel est l'avenir du luxe, peut-être, et quel est Wow. l'avenir des marques du luxe? Je sais que c'est une question très vaste,
Oui. mais tu travailles dedans et peut-être quand tu es en contact à travers tes projets de conseil, tu es confronté en fait à ces questions et à ces incertitudes, si on veut utiliser ce mot. Alors, l'avenir de luxe, on va le diviser, on va dire, est-ce que c'est l'avenir en termes de produits? Est-ce que c'est l'avenir en termes de retail, toi, la spécialiste de retail? Est-ce que c'est en termes d'image? Donc, comment les marques, qu'est-ce qu'elles vont les marques en termes de produits, en termes de positionnement, de stratégie. En termes de stratégie, je dirais voilà la RSE et la sustainability. Hein. C'est clair et net. C'est pas parce que je travaille dessus, mais parce que on le voit bien. Voilà, toutes les marques, on travaille beaucoup avec eux. Actuellement, j'ai des projets avec même au niveau avec les étudiants, au niveau enseignement, avec des grandes marques, et on voit qu'ils mettent la responsabilité sociale au cœur de leur sujet. Euh, donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment, il peut y avoir même un changement business model pour les marques de luxe. Tout en gardant leur ADN, elles doivent aller de plus en plus vers quelque chose de durable. Mais en même temps, je dirais le luxe est par essence, quand on connaît l'histoire du luxe, le luxe est par essence durable. Parce que voilà, le luxe est fait avec toujours des matières très nobles. Noble. Voilà, même si certaines utilisent des cuirs exotiques, etc. Mais en tout cas, à la base, est fait pour être pour qu'il dure. Normalement, il a une durée de vie beaucoup plus longue que la fast fashion. Donc, l'essence même du luxe reste durable, mais il faut qu'il se recentre de nouveau sur des valeurs plus sustainable en termes de matière, etc. Donc, c'est plus un recentrage et une remise en valeur parce qu'à un moment, le luxe, il s'est massifié. On parlait de massification au niveau du luxe il y a quelques années. Et là, il doit se recentrer sur ses valeurs de base, son ADN de base. Et de point de vue retail, je pense que bah, toi, tu travailles dessus, mais je te dis, tu es visionnaire parce que je pense que les pop-up stores sont l'avenir aussi du luxe. Et je travaille avec les étudiants sur un projet très, très intéressant. Je ne dirais pas la marque parce que c'est confidentiel, sur voilà, des projets autour des pop-up stores qui doivent aussi être durables. Donc, les pop-up stores, pour les marques pour toutes les marques globalement, mais notamment pour le luxe, parce que justement, elles doivent de plus en plus toucher de nouveaux clients et cette jeune génération dont on parle depuis tout à l'heure qui veut des expériences. Et c'est qu'à travers le pop-up, quelque part, qu'elle peut les toucher en changeant les expériences parce qu'un magasin qui dure trop longtemps, c'est trop pour la génération Z. Donc, il nous faut toujours de l'innovation. Une voilà, on voit de dynamique plus et en plus de marques. changement. Voilà, Dior qui a lancé un superbe pop-up store à Dubaï dernièrement. Donc, éco-responsable, sustainable, avec des matériaux qui viennent voilà, de l'entourage dans le désert, etc. Donc le pop-up store est un des nouveautés et des éléments qui s'ouvrent au luxe. Et bien Très sûr, bien. le digital les NFT, Oui, non-fungible token. Donc là aussi, les NFT, c'est c'est un domaine vraiment dans lequel les marques de luxe sont en ah train oui, oui, d'investir. Mm, mm. Et même, il y a des projets d'élaboration carrément de, de magasins ou de pop-up complètement digital avec à l'intérieur des NFT qui vont être vendus à voilà, plein de personnes. Et donc, les NFT, mais aussi l'art. Hein, l'art les marques de luxe ont toujours été en collaboration avec l'art, mais là, c'est encore beaucoup plus, je dirais. Donc l'art, le well-being aussi dans le retail. Si on reste sur ton sujet, le retail, le well-being, ce qu'on appelle le retail, living retail, donc vraiment où les clients va se sentir bien
Après, voilà, dans le retail, il y a aussi comment dire, le concept bar aussi dans le luxe qui arrive. Beaucoup plus de plus en plus de marques, pareil, de luxe qui ne voulaient pas aller sur ce terrain-là, qui s'y mettent, qui Qui s'y lancent mettent. Oui, oui. voilà, leur bar concept. On sait, Ralph Lauren était, depuis quelques années, il y a quelques années, il a lancé, même Armani, ils ont lancé des cafés ou des restaurants. Et là, il y a de plus en plus de marques qui sont sur ce créneau. Tiffany, qui a lancé le café Tiffany, qui a beaucoup de succès. Et il y en a plein pareil, qui arrivent. Dior aussi l'a lancé. Donc, donc voilà, je dirais sustainability, durability et les pop-up. Et des Pop-up, services plus que jamais. le service, mais carrément, ça fait partie intégrante, ouais. Intégrante et intégrale. C'est vrai. Riba, merci beaucoup pour toutes ces clarifications. J'ai adoré en fait l'idée de ce projet et j'étais très ravie de pouvoir en discuter avec toi. Et peut-être Moi aussi. prochainement, on fera un live pour le Mais lancement en fait de la marque, ce qui serait croise très les doigts, oui, intéressant. avec grand Très plaisir. prochainement, très prochainement. Ouais, Est-ce qu'il y a des derniers mots, Hiba, que tu aimerais dire ou des idées que tu aimerais partager et qu'on n'a pas pris le temps d'en discuter? non, non, je dis juste que quand on veut faire quelque chose, il faut le faire avec amour, avec plaisir, et que moi, tout ce que je fais, voilà, j'essaye de le faire avec ma passion, que ça soit, je te dis, comme je te dis au début, que ça soit la recherche, l'enseignement, tout ce que je choisis, c'est mon luxe à moi, entre guillemets, mon luxe, parce que la définition du luxe est tellement là, chacun a peut-être sa définition, c'est pas les vêtements, c'est pas les montres et les bijoux. Le luxe, c'est le service, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le service dans le luxe est tellement important. Et le luxe, c'est le temps et la passion. Donc, mon luxe à moi, c'est de pouvoir justement mettre en place une marque qui est issue de mon envie personnelle, qui est liée à l'histoire, à mon histoire, l'histoire de mes enfants. Donc, c'est pour moi, quelle que soit l'issue derrière, même si ça ne fonctionne pas, en tout cas, enfin, je ne pense même pas à cet objectif-là. L'essentiel pour moi, c'est de mettre en place voilà, cette marque qui, je l'ai vécue et qui correspond à mes aspirations, à l'histoire de mes enfants. Et je pense, voilà, ça sera mon luxe à moi. Super. Merci beaucoup. En tout cas, on croise Merci. les doigts et good luck. Merci beaucoup pour ce live, Hiba. C'était Merci un pour toi, plaisir. Ralia, avec ton sourire. C'est toujours très agréable. C'est fluide, c'est une conversation. C'est pas, voilà, c'est C'est cool. super. En tout cas, l'idée de ces lives, c'est de pouvoir transmettre un message aussi académique et peut-être qui pouvait faire à un moment donné peur à l'audience, de pouvoir le partager aux personnes qui seraient intéressées avec la facilité en fait recherchée. Ce live serait disponible sur IGTV directement et ensuite sur YouTube et on partage les liens avec tout le monde en stories tout de suite. Merci beaucoup, Hiba, et Merci à à très toi. bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au Bonne soirée revoir. à tous. Au revoir.